¿Hablas español? Sprichst du Deutsch? Kan du norsk? If you've heard that sound from Babbel before, I bet you do. Babbel is the science-backed language learning app that actually works. With quick 10-minute lessons handcrafted by over 200 language experts, Babbel gets you on your way to speaking a new language in just a few weeks. With over 16 million subscriptions sold and a 20-day money-back guarantee, just start speaking another language with Babbel. Right now, up to 55% off your Babbel subscription at babbel.com/Spotify podcast. Spelled babbel.com/Spotify podcast. Rules and restrictions may apply. ABC Thursdays. Welcome back. Grey's Anatomy is all new. Why didn't you tell me you were pregnant? The drama going down Bungee jumping from the bridge, his cord snapped. We need all hands on deck. is unbelievable. You think you're God's gift to this hospital? You're just another doctor. My relationship with Catherine is complicated. I'm gonna sue you. Your lawyers know where to find me. You're unbelievable. Grey's Anatomy. All new Thursdays, 10/9 Central on ABC and stream on Hulu. Quand la porte de l'avion s'ouvre, les cris de joie retentissent instantanément. Les heures d'attente sur le tarmac n'ont pas entamé l'enthousiasme des milliers de partisans venus accueillir leur candidat. Après quelques secondes, c'est d'abord elle qui émerge en plein soleil, Jacqueline Kennedy, dite Jackie. Elle affiche le sourire rayonnant que toute l'Amérique lui connaît. Comme à chacune de ses apparitions, la première dame attire tous les regards et aujourd'hui encore, elle va marquer les esprits. Jackie porte un tailleur Chanel rose dernier cri, un chapeau assorti et une élégante paire de gants blancs. C'est la première fois depuis 4 mois qu'elle accompagne son mari en campagne et sa présence est un signal politique fort. Le couple présidentiel fait étape à Dallas, dans le Texas, un État très hostile à la politique du président. Beaucoup lui reprochent son positionnement progressiste, ses discours en faveur des droits civiques et sa prétendue faiblesse face à l'URSS en pleine guerre froide. Ce déplacement est donc d'une importance capitale. Il doit être pour John Fitzgerald Kennedy, candidat à sa réélection, l'occasion d'affirmer ses convictions politiques dans un État qui, il y a 100 ans encore, combattait violemment l'abolition de l'esclavage. This country of the United States was not built by those who waited and rested and wished to look behind them. Le couple, d'abord surpris par cet accueil aussi chaleureux qu'inattendu, se prête volontiers au jeu du bain de foule. Tous deux posent devant les journalistes et serrent d'innombrables mains pour le plus grand bonheur de leurs sympathisants. Cela fait maintenant des années qu'ils sont rodés à l'exercice. C'est sur cette image de marque qui les rend accessibles et naturels qu'ils ont bâti leur succès. Le président arbore un sourire confiant et décontracté, tandis que Jackie, avec la pointe de timidité qui fait son charme, prend le temps d'échanger avec la foule. On dirait à s'y méprendre un couple de vedettes hollywoodiennes venus signer des autographes lors d'une première. Leur jeunesse, leur beauté, le charisme qu'ils dégagent leur permettent de séduire instantanément bien des électeurs. Pour des millions de leurs concitoyens, les Kennedy sont l'incarnation même du rêve américain. Nous sommes le 22 novembre 1963 et la journée s'annonce magnifique. À 11h55, il faut prendre la voiture. Une splendide Lincoln décapotable couleur bleu nuit se dirige vers le centre-ville, transportant le président, sa femme, le gouverneur du Texas et son épouse, ainsi que 2 agents du Secret Service. Au cœur de Dallas, la foule, plus dense et plus exaltée que jamais, déploie des centaines de drapeaux le long du cortège. Les trottoirs de la rue principale ne suffisent pas à contenir une telle affluence et la route se trouve partiellement encombrée. Nombreux sont les enfants qui, perchés sur les épaules de leurs parents, agitent leurs mains joyeuses en direction des visiteurs. C'est à peine si l'on remarque au sol les milliers de tracts dispersés quelques heures avant par des opposants d'extrême droite présentant une photo du président avec la mention « traître ». À 12h30, quand les voitures s'engagent sur Elm Street, les Kennedy semblent totalement gagnés par l'enthousiasme et soulagés de faire l'objet d'une telle ferveur. Il y a alors un léger flottement, un son mat, sec comme un raté de moteur.
puis un deuxième, puis un troisième. Ce ne sont pas des ratés de moteur, ce sont des coups de feu. John Fitzgerald Kennedy porte ses mains à sa gorge, comme sonné, puis touché à la tête, il bascule dans les bras de sa femme. Le tailleur rose emblématique de Jackie se teinte de rouge. On a tiré sur le président. Bonjour, je suis Andrea Brusque, bienvenue dans Les Fabuleux Destins. Cet épisode est le premier que nous consacrons à l'assassinat du président Kennedy. C'est l'un des plus grands mystères du XXe siècle et un scandale politique d'une ampleur inégalée. Aujourd'hui, je vous parlerai des circonstances du meurtre et de l'arrestation rocambolesque du tout premier suspect de cette affaire. Le 22 novembre 1963, John Fitzgerald Kennedy et sa femme Jackie font étape à Dallas dans le cadre de leur campagne présidentielle. À 12h30, alors que le cortège traverse Dealey Plaza, 3 coups de feu successifs sont entendus et le président semble touché. La fièvre populaire cède alors immédiatement la place à la panique. Des hommes et des femmes plongent au sol, cherchent à tout prix à protéger les enfants. La dispersion se fait dans le chaos le plus total. Les drapeaux américains qui flottaient dans les airs il y a moins d'une minute sont désormais plaqués sur le béton, froissés, écrasés par des milliers de pas désordonnés. Pour les centaines de policiers présents sur les lieux, c'est un véritable cauchemar. Au même moment, Clinton Hill, agent du Secret Service, se rue sur l'arrière du véhicule présidentiel et parvient à monter à bord avant que celle-ci n'accélère toute sirène hurlante en direction de Parkland Hospital. Jackie tient le visage de son mari dans ses mains et tente désespérément de lui parler. Le président respire encore, mais il saigne abondamment de la tête. Dans le débriefing qu'il rendra quelques heures plus tard, Clinton Hill dira ces mots glaçants : « Dans la voiture, je remarquais qu'une partie de la tête du président était manquante, une partie du cerveau était arrachée. » À 12h35, soit précisément 5 minutes après les coups de feu, le convoi atteint l'hôpital. Des dizaines de policiers encadrent le président, porté sur une civière jusqu'à une salle d'opération où il est pris en charge par une large équipe de médecins, infirmières, chirurgiens et cardiologues. Seuls Jackie et George Burkley, le médecin personnel de JFK, sont autorisés à assister à l'opération. Le pouls est déjà très faible, il faut faire vite. Les médecins décident de pratiquer une trachéotomie en urgence pour faciliter sa respiration. Mais en réalité, la blessure à la tête est fatale. Après une vingtaine de minutes, il faut se rendre à l'évidence. John Fitzgerald Kennedy est déclaré mort. Ou plutôt, assassiné. À ce stade, l'autopsie pratiquée par les médecins du Parkland mentionne des tirs mortels reçus de face. Ce constat sans appel sera d'une importance capitale par la suite. President Kennedy died at 1 p.m. Central Standard Time, 2 o'clock Eastern Standard Time, some 38 minutes ago. Il est immédiatement décidé que le corps soit transporté vers Washington, D.C. Le président est alors placé dans un cercueil provisoire, rapidement conduit par les agents du Secret Service vers l'aéroport de Love Field, où Air Force One se tient prêt à décoller. Sur le tarmac, l'équipage refuse comme un seul homme que le cercueil du président soit porté dans la soute. Il est donc sanglé dans l'avion à la vue de tous. Jackie s'assoit près de son mari. Elle porte encore son tailleur rose constellé de sang. Le silence que sa présence impose dans l'habitacle est assourdissant. Mais l'avion ne décollera pas tant que le vice-président Johnson n'aura pas prêté serment. Il faut à tout prix que la continuité du gouvernement soit assurée. À 14h38, le juge fédéral Sarah Hughes présente donc la Bible au futur président. Avec gravité, celui-ci pose sa main gauche sur le livre sacré, lève la droite, paume ouverte, et jure solennellement d'exécuter la charge du président des États-Unis et de protéger la Constitution. Dans ce contexte chaotique, si étouffant, la formule rituelle par laquelle il achève son serment prend un sens particulièrement évocateur. Que Dieu me vienne en aide.
2h08 seulement après avoir entendu les premiers tirs, Jackie assiste muette à l'intronisation de celui qui prend la place de son mari à la tête des États-Unis. Elle pense à ses 2 enfants qui l'attendent à la Maison-Blanche. Il a suffi d'une fraction de seconde pour que son existence bascule dans le vide. À 14h47, Air Force One prend son envol et l'arrache à sa vie pour toujours. Pendant ce temps, à Dallas, la police reçoit le signalement d'un individu qui aurait abattu un policier tout près de Dealey Plaza. Il n'y a pas une minute à perdre, la chasse à l'homme est lancée. Lors de la visite de John Fitzgerald Kennedy à Dallas, en ce jour fatidique du 22 novembre 1963, 700 policiers étaient dispersés le long du parcours présidentiel. Au moment des tirs, de nombreux témoins pointent un talus face au cortège, d'où plusieurs coups de feu seraient partis. Mais ce qui focalise l'attention des agents, c'est le signalement d'un tireur au 5e étage d'un dépôt de livres scolaires, situé à moins de 100 mètres du président lorsqu'il fut touché. 7 minutes seulement après les tirs, la police encercle le bâtiment, puis l'investit. Les policiers montent les escaliers 4x4 devant des dizaines d'employés terrifiés. À la fenêtre du 5e étage, 3 douilles et un fusil de précision sont découverts. Après de longues minutes, il est établi qu'un employé présent le matin manque à l'appel. Son nom, Lee Harvey Oswald. Les unités qui quadrillent la ville reçoivent toutes aussitôt le même signalement. Un homme d'une trentaine d'années, aux cheveux bruns et de taille moyenne, doit être recherché et interpellé. Vers 13h15, soit 45 minutes après les tirs, un policier du nom de J.D. Tippit sillonne en voiture le quartier d'Oak Cliff, 6 km à l'ouest de Dealey Plaza. Il règne dans Dallas une atmosphère sèche et froide. La panique a maintenant laissé place à des rues silencieuses et fébriles. La plupart des gens sont chez eux devant leur télévision ou cramponnés à leur radio. L'agent patrouille seul, comme c'était encore l'usage à l'époque, et au croisement de la 10e et du boulevard Patton, Tippit ralentit puis s'arrête. Un individu correspondant au signalement marche rapidement sur le trottoir, à seulement quelques mètres de lui. Depuis sa fenêtre, l'officier engage un bref échange, puis sort de sa voiture. Moment que choisit l'homme pour sortir un pistolet de calibre 38 et tirer 4 balles successives à bout portant. Tippit meurt sur le coup. Mais pour être tout à fait sûr, le tueur finit le travail d'une balle en pleine tête. Selon des témoignages ultérieurs, il prend même le temps de recharger son arme avant de s'enfuir. Parmi les rares passants, plusieurs accourent et tentent d'alerter la police avec la radio du véhicule. Mais ne sachant pas la manipuler, ils perdent de précieuses minutes. Quand les renforts arrivent sur les lieux, le tireur s'est volatilisé. Pour le moment. Une vingtaine de minutes plus tard, à seulement quelques mètres du bloc, un homme du nom de John Brewer remarque un passant dont le comportement l'inquiète. L'individu rentre brièvement dans son magasin pour se cacher d'une patrouille, puis ressort immédiatement pour entrer sans payer dans le Texas Theater, un cinéma du quartier. Le marchand prévient l'ouvreuse et tous deux décident aussitôt d'appeler la police. À 13h45, 6 voitures déboulent sur Jefferson Boulevard et une vingtaine d'agents pénètrent dans le hall du cinéma. Ils investissent la salle obscure avec beaucoup de prudence. Il faut à tout prix éviter de blesser des civils. Mais la lumière projetée par l'écran les gêne. Elle les empêche de distinguer clairement le visage des spectateurs. Après de longues secondes, un officier aperçoit un homme qui correspond au signalement des témoins du meurtre de Tippit. L'officier pose une main tremblante sur la crosse de son arme. « Monsieur, levez-vous lentement et montrez-moi vos mains, s'il vous plaît. » Une atmosphère de mort saisit la salle, personne n'ose bouger. Les policiers sont à cran et un coup de feu peut partir à tout instant. L'homme tente soudain de sortir un pistolet, mais celui-ci s'enraye et après une lutte, il est enfin menotté. À 13h50, son identité est confirmée. Il s'agit bien de Lee Harvey Oswald, l'employé manquant à l'appel du dépôt de livres où l'on a retrouvé le fusil. Il est aussitôt placé en garde à vue. 1h30 après l'assassinat du président, le principal suspect est donc sur le point d'être interrogé et c'est tout un pays qui retient son souffle.
Avant de continuer cet épisode, nous voulions vous remercier pour votre écoute. Si vous voulez continuer de nous soutenir, abonnez-vous à la chaîne Bababam Plus sur Apple Podcast. Cela vous permettra une écoute en avant-première et sans interruption. Ou bien écoutez ce message de notre partenaire sans qui ce podcast ne pourrait exister. On se retrouve tout de suite après. Beverly Hills Emergency. Somebody killed my parents. Pardon me? I came home and I found them. From the creators of Dahmer. Okay, you have to shoot first so that you don't back out. Okay. Based on the horrific true events. I'm never gonna do this. Monsters, the Lyle and Eric Menendez story, now play only on Netflix. Le cendrier déborde, mais personne n'y prête attention. L'un des néons parasite les regards en clignotant par intermittence. Cela fait des mois qu'on dit qu'il faut le changer. La salle d'interrogatoire du quartier général de la police de Dallas sent le tabac, la transpiration et la mort. 35 agents de police s'y tiennent debout depuis plusieurs heures, hagards. Leurs yeux cernés sont focalisés sur l'homme d'une trentaine d'années, assis face à eux. Tous résistent à la rage qui les anime. Ils voudraient se jeter sur lui, le frapper, le battre à mort. Et pour cause. Un peu plus tôt, la veille, cet homme a froidement abattu l'un de leurs collègues de 5 balles à bout portant en pleine rue. Du moins, c'est ce qu'ils pensent tous. Et c'est ce qu'affirment plusieurs témoins, mais il sera bientôt minuit et l'homme continue de nier en bloc leurs accusations. Ce qu'il ne sait pas, c'est qu'on le soupçonne de bien pire encore. Les policiers pensent que cet homme est celui qui a tué le président Kennedy quelques heures auparavant. En effet, Lee Harvey Oswald travaille dans le dépôt de livres où les forces de l'ordre ont retrouvé un fusil de précision et 3 douilles à la fenêtre du 5e étage. Celle-ci donnait sur l'itinéraire présidentiel à exactement 80 mètres de l'endroit où le président a été mortellement touché. Lorsqu'il a été arrêté quelques heures plus tard, Oswald avait 14 $ en poche, ses papiers d'identité et un calibre 38 à la ceinture dont il a tenté de se servir avant d'être maîtrisé. Plusieurs circonstances l'accablent. Il a été formé chez les Marines quelques années auparavant et entraîné comme ses camarades à manier des armes de précision. Mais bien plus grave encore, il a vécu 3 ans en Union soviétique. Dans le contexte corrosif de la guerre froide, afficher une quelconque sympathie pour l'ennemi russe est on ne peut plus suspect. Quand le téléphone sonne, l'agent répond immédiatement. Après de longues secondes, il acquiesce, raccroche et se penche à l'oreille de son supérieur. Les services de renseignement viennent de confirmer leurs soupçons. Le fusil censé être l'arme du crime a bien été acheté par Oswald. À bout, épuisé, le suspect ferme les yeux. Depuis son arrestation, il y a plus de 10 heures, il n'a pas eu le droit à l'assistance d'un avocat et les policiers ne lui laissent aucun répit. Totalement impuissant, il se voit inculpé du meurtre de John Fitzgerald Kennedy. À minuit, Lee Harvey Oswald est amené brièvement devant la presse. Des dizaines de journalistes le harcèlent de questions et c'est aveuglé par les flashs qu'il clame son innocence. « Je ne sais rien et je demande que quelqu'un vienne me donner une assistance légale. » Ramené sans ménagement en cellule, il s'écrie « Je ne suis qu'un bouc émissaire ». Le lendemain, à 12h20, Lee Harvey Oswald est escorté jusqu'au parking du commissariat pour être transporté vers la prison du comté en attendant les suites de l'enquête. Là encore, le sous-sol est envahi de journalistes dont certains retransmettent les images en direct à la télévision. Toute l'Amérique, qui le croit déjà coupable, veut connaître ses motivations. Agissait-il sur ordre des Russes ? Avait-il des complices ? Pourquoi ne s'est-il pas débarrassé de l'arme du crime ? Oswald ne pourra jamais répondre à ces questions. Malgré les policiers qui l'encadrent, un homme surgit sur sa gauche et le tue d'une balle dans le ventre moins de 24 heures après son arrestation. Nous sommes le 24 novembre 1963 et le principal suspect du meurtre de John Fitzgerald Kennedy vient d'être tué en direct sous les yeux de millions de téléspectateurs pétrifiés. Un million de personnes se sont déplacées dans les rues de Washington
Et pourtant, si l'on en juge par le bruit du cortège, on dirait que la ville est déserte. Le 25 novembre 1963, l'Amérique enterre son président. L'assassinat, survenu à Dallas 2 jours auparavant, a provoqué une onde de choc aux 4 coins du monde. À la suite du général de Gaulle, premier à faire part de son intention d'assister aux funérailles, des dizaines de chefs d'État, rois, reines et dignitaires du monde entier viennent rendre hommage à leur homologue. Les forces déployées pour l'événement sont colossales. Au total, ce sont plus de 4000 policiers, militaires, agents du FBI et de la CIA qui sont postés sur le parcours. Le cortège avançant totalement à découvert, on craint pour la sécurité de tous. Le cercueil, recouvert par un éclatant drapeau américain, est acheminé en calèche dans une longue procession entre la cathédrale Saint-Mathieu et le cimetière d'Arlington. À la tête du cortège, Jacqueline Kennedy tient par la main ses 2 enfants, Caroline, 6 ans, et John, 3 ans. Voilée de noir, la tête haute, la démarche droite, elle est un bloc de deuil qui avance. À ses côtés, son beau-frère, Robert Kennedy, dégage au contraire une grande fragilité. Un coup de vent semblerait pouvoir emporter sa frêle silhouette. Il est dévasté. La mort de son grand frère brise l'élan politique qui les unissait et par lequel il s'était promis de transformer le pays pour toujours. Procureur général des États-Unis, nommé par son aîné, Robert s'était lancé depuis 2 ans dans une lutte sans merci contre la mafia. Aujourd'hui, il ne peut s'empêcher de se demander si son acharnement n'a pas précipité la chute de son frère. Mais Robert n'est pas seul à se tourmenter. Une chape de questionnement pèse sur l'ensemble du pays. Personne n'ose formuler ses doutes à voix haute en ce jour de deuil national, mais les mêmes questions sont sur toutes les lèvres. Dans un pays où le président représente le pouvoir, qui a le pouvoir de tuer le président ? Et comment le principal suspect du meurtre a-t-il pu être abattu à bout portant, cerné de policiers dans un commissariat, moins de 24 heures après son arrestation ? Quand le cercueil descend dans la terre, les caméras du monde entier retransmettent les images, filmant dans la foule des visages défaits, pleins de larmes silencieuses. Pour énormément d'Américains, John Kennedy était un symbole de progrès. Une grande partie de la communauté noire voyait en lui le président favorable aux droits civiques qu'elle avait toujours attendu. À l'international, il cherchait la voie d'une désescalade pacifique avec l'URSS et envisageait le retrait des troupes américaines engagées au Vietnam. Et puis John Fitzgerald Kennedy avait promis d'envoyer l'homme sur la Lune. En l'honneur des idéaux qu'incarnait son mari, Jackie allume sur sa tombe ce jour-là une flamme perpétuelle qui n'a depuis jamais cessé de brûler dans le cimetière d'Arlington. Dès les jours qui suivent les obsèques, la pression populaire s'accroît fortement. De très nombreuses voix demandent des comptes au gouvernement et aux agences de renseignement. Le nouveau président, Lyndon Johnson, ne pouvant ignorer l'indignation de ses compatriotes, finit par charger Earl Warren, le président de la Cour suprême, d'enquêter sur la mort de son prédécesseur. Ainsi, le 29 novembre 1963, la commission Warren est officiellement créée avec la charge de faire toute la lumière sur la mort de Kennedy pour ramener le calme au sein du pays. La tâche est dantesque, et pourtant Johnson demande des résultats rapides. Mais ce que l'on ne sait pas encore, c'est que le président a tout intérêt à ce qu'une thèse en particulier soit privilégiée, celle du tireur solitaire. Car si l'on découvre des complices à Lee Harvey Oswald, alors par définition, John Kennedy aurait fait l'objet d'une conspiration sur le sol américain. La commission, officiellement, est chargée de découvrir la vérité. Mais quelle vérité ? Pendant l'année 1964, l'Amérique tout entière attend fiévreusement le rapport de la commission Warren, chargée par le président Johnson d'enquêter sur l'assassinat de John Fitzgerald Kennedy. La commission compte 7 membres. Outre son président, Earl Warren, elle comporte 2 élus démocrates, 2 élus républicains, un grand diplomate et un ancien directeur de la CIA. 400 personnes, greffiers, secrétaires et assistants sont employés pour les épauler. À Washington, semaine après semaine, des centaines de témoins partagent leurs souvenirs du jour fatidique.
À huis clos, ils décrivent les cris, les coups de feu, la terreur qui régnait dans Dallas le 22 novembre et s'efforcent d'aider l'enquête le plus précisément possible. Au total, 552 témoins sont entendus pendant 10 mois. En parallèle, la commission peut faire toutes les demandes qu'elle souhaite auprès du FBI et de la CIA, consulter des rapports, procès-verbaux et archives. Naturellement, le passé de Lee Harvey Oswald fait l'objet d'une grande attention. Et malgré des zones d'ombre et de nombreuses contradictions, il se révèle particulièrement intéressant. Né en 1939 à la Nouvelle-Orléans en Louisiane, son enfance est chaotique. Quand il n'a que 2 mois, son père meurt d'une crise cardiaque. Sa mère Marguerite doit alors s'occuper seule du nouveau-né, en plus de son grand frère et de leur demi-frère. Les déménagements se succèdent et ses conditions de vie instables contribuent à fragiliser le jeune Lee. Jusqu'à ses 18 ans, il connaîtra 22 domiciles et sera scolarisé dans 12 écoles différentes. C'est un élève moyen, un solitaire qui a beaucoup de mal à gérer ses émotions. À 17 ans, il s'engage dans les Marines et lorsqu'il devient opérateur radar, il est affecté au Japon sur la base d'Atsugi. Bien qu'il y soit assigné à un grade subalterne, cette première affectation pose question. Le complexe d'Atsugi, non loin de Tokyo, sert de base aux avions secrets U-2, dont les Américains se servent pour espionner l'URSS. Contre toute attente, Oswald mène la vie qu'on attend de lui. Il obéit aux ordres, dépense sa solde dans des bars de Tokyo et obtient des notations correctes de la part de ses supérieurs. Mais après quelques mois, son attitude change radicalement. Il tient à ses camarades des discours marxistes et décide spontanément d'apprendre le russe en secret dans sa chambre. En 1959, il rompt son engagement dans l'armée, rentre aux États-Unis, avant de décider d'aller voir de ses propres yeux la terre du communisme. Il travaille à l'usine, habite à Minsk, puis à Moscou, où il rencontre Marina Proussakova, qu'il épouse le 30 avril 1961. 1 an plus tard pourtant, prétendument gagné par le mal du pays, il obtient un visa de retour aux États-Unis, où il emmène sa femme et leur premier enfant. Mais son enthousiasme pour le communisme n'a pas disparu. En août 1963, il est vu dans la Nouvelle-Orléans, distribuant des tracts de soutien à Fidel Castro. Sans travail, il plonge sa famille dans une situation précaire jusqu'en octobre, et c'est à ce moment-là qu'il trouve un emploi à Dallas, dans le fameux dépôt de livres scolaires, 1 mois avant l'assassinat du président. Le 27 septembre 1964, moins d'1 an après les faits, la commission Warren rend ses conclusions dans un rapport de 16 000 pages. Le verdict est sans appel. Lee Harvey Oswald a tiré sur le président. Son acte est celui d'un homme déséquilibré et aveuglé par le communisme, rien de plus. Il a agi sans complice et doit être considéré comme le seul et unique coupable dans cette affaire. Pourtant, malgré toute l'autorité d'Earl Warren, président de la Cour suprême, les conclusions de son rapport sont rapidement contestées. Dès 1967, une contre-enquête commence, dont les découvertes fracassantes vont faire trembler l'Amérique. Avant de continuer cet épisode, nous voulions vous remercier pour votre écoute. Si vous voulez continuer de nous soutenir, abonnez-vous à la chaîne Bababam Plus sur Apple Podcast. Cela vous permettra une écoute en avant-première et sans interruption. Ou bien écoutez ce message de notre partenaire sans qui ce podcast ne pourrait exister. On se retrouve tout de suite après. Au sol, les avions civils et militaires sont immédiatement détruits, tout comme les pistes de décollage. Des dizaines de bombes fracassent la nuit, déclenchant les cris dans les villes et les alarmes dans les casernes. L'objectif est simple, reprendre Cuba pour mettre fin à la révolution socialiste. Le plan, développé en secret par la CIA, consiste à neutraliser l'aviation cubaine pour faciliter le débarquement de 1500 hommes dans la baie des Cochons. De là, il faudra s'assurer du soutien de la population locale, gagner la Havane et mettre Fidel Castro hors d'état de nuire. Mais les États-Unis ne peuvent absolument pas se permettre d'impliquer sur place leurs propres soldats. Ce serait risquer une grave crise diplomatique avec l'URSS,
allié de poids pour Cuba. Les services secrets ont donc financé et entraîné pendant de longs mois des exilés cubains anticastristes en vue de cette offensive. À 1h du matin, quand les premiers combattants débarquent, ils sont immédiatement repérés par les miliciens. Mis en état d'alerte depuis de longues minutes par les bombardements, ils doivent à tout prix ralentir les envahisseurs en attendant des renforts. Tandis que les premières balles sifflent, Castro ordonne depuis la Havane le déploiement de 900 soldats supplémentaires dans la baie des Cochons. Depuis des mois, le leader cubain avait anticipé cette attaque. Mais ni lui ni ses lieutenants n'avaient prévu qu'elle aurait lieu dans cette zone. Il faut absolument circonscrire l'invasion, le temps d'organiser une défense efficace. Sur la plage, la mort peut frapper à tout instant. Dans l'obscurité, il est presque impossible de distinguer les alliés des ennemis. Plusieurs anticastristes tombent, frappés par des balles perdues tirées à l'aveugle. Ils ne s'attendaient pas à rencontrer une telle résistance et leur effet de surprise est totalement manqué. Leur sang se noie dans l'eau sombre pendant qu'ils rampent sans solution de repli, harcelés par un ennemi galvanisé. Leur seul espoir réside alors dans le soutien aérien qu'on leur a promis et qui ne vient pas. Depuis les bombardements initiaux, pas un avion ne sillonne le ciel. Dans ces conditions, ils ne tiendront que quelques heures. Au même moment, à la Maison-Blanche, il ne fait aucun doute que l'opération tourne au fiasco. En cellule de crise, on découvre non seulement que la CIA n'a pas été transparente sur l'étendue de ses plans, mais qu'elle a fait preuve d'une grave négligence dans sa préparation. John Fitzgerald Kennedy n'est président que depuis 6 mois, il n'approuvait pas cette attaque, planifiée sous le mandat de son prédécesseur. S'il a fini par s'y résigner, c'est contre la parole d'Allen Dulles, directeur de la CIA, qu'aucun Américain ne serait directement impliqué. Mais Allen Dulles a menti, et Kennedy va devoir assumer la responsabilité du scandale, alors qu'il y a 2 jours encore, il répétait à la presse qu'aucune intervention n'était envisagée à Cuba. Cette nuit-là, quand Allen Dulles joint la cellule de crise, la décision du président est déjà prise. Il ne peut plus faire confiance à la CIA. L'agence de renseignement doit être reprise en main par l'exécutif. John Kennedy refuse catégoriquement tout appui supplémentaire sur la baie des Cochons, signant par là l'échec définitif de la tentative de déstabilisation américaine le 19 avril 1961. 6 ans plus tard, lorsque le procureur Jim Garrison se lance dans sa contre-enquête légendaire, il ne fait pour lui aucun doute que cette crise diplomatique était le premier domino d'une réaction en chaîne infernale, dont le résultat 2 ans après sera l'assassinat du président des États-Unis. Bonjour, je suis Andrea Brusque, bienvenue dans Les Fabuleux Destins. Cet épisode est le 3e que nous consacrons à l'assassinat du président Kennedy. C'est l'un des plus grands mystères du XXe siècle et un scandale politique d'une ampleur inégalée. Aujourd'hui, je vous parlerai de l'enquête qui, en 1967, bouleversa l'opinion publique et fit trembler jusqu'au sommet de la CIA. Jim Garrison se réveille en sursaut, pris d'un frisson, et constate qu'il s'est profondément endormi dans le fauteuil de son bureau. Ses mains sont moites, il grelotte malgré la chaleur environnante, et ses yeux ne s'habituent à l'obscurité qu'après plusieurs secondes. L'horloge affiche 3 heures du matin, la pièce est sans dessus-dessous, le sol est couvert de dossiers, tandis que les étagères débordent de notes entassées au fil des nuits blanches. Cela lui a pris 9 semaines, mais il en est venu à bout. Jim Garrison, le procureur de la Nouvelle-Orléans, a lu les 28 volumes du rapport de la commission Warren. Et ce qu'il y a trouvé lui glace le sang. Pour lui, il est évident que les conclusions de cette enquête ne répondent qu'à une seule part du mystère, à savoir comment et par qui le président Kennedy a été assassiné. Mais les 16 000 pages du rapport esquivent continuellement la question essentielle « Pourquoi ?» Garrison se met au travail sans attendre.
Il décide de ranger un à un ses dossiers, trier ses notes, réétudier la chronologie des témoignages et commence à lister toutes les questions qu'il se pose désormais. Pourquoi est-ce qu'aucun policier ni aucun membre des services secrets n'a été placé sur les toits de Dallas le jour de l'assassinat ? Pourquoi n'existe-t-il aucun enregistrement, aucun procès-verbal de l'interrogatoire d'Oswald en garde à vue ? Pourquoi la première autopsie du président fait état de blessures par balles venues de l'avant et de l'arrière, tandis que la seconde mentionne uniquement des balles tirées dans le dos ? Et pourquoi la commission a-t-elle choisi de ne tenir compte que de la seconde autopsie ? Le procureur suspend son stylo sur la page et ferme un instant les yeux. S'il écrit la prochaine question, il n'y aura plus de retour en arrière. Il réalise peu à peu l'ampleur des événements qu'il s'apprête à déclencher. Il sait que ses recherches connaîtront un retentissement international et diviseront le pays tout entier. Il sait que s'il s'engage, il va mettre en danger sa réputation, son mariage et sa vie de famille. Mais à dire vrai, Jim Garrison a déjà fait son choix. Pour lui, ce n'est pas seulement son intégrité qui est en jeu, c'est celle de la démocratie américaine. Le procureur va faire son travail, chercher à ce que justice soit faite. Rouvrant les yeux, il prend soin d'écrire très lisiblement la question qui lui fait le plus peur. Pourquoi Allen Dulles, ancien directeur de la CIA, licencié par Kennedy après le fiasco de la baie des cochons, a-t-il été nommé vice-président de la commission Warren ? Dès le lendemain, il convoque ses plus proches collaborateurs et leur fait part de ses intentions, exigeant de leur part un professionnalisme sans faille et une discrétion absolue. La première piste à retracer est celle de Lee Harvey Oswald, qui, bien que la ville fourmille d'anticommunistes violents, a longtemps habité la Nouvelle-Orléans. Pour le procureur, l'enquête commence donc en terrain connu. Et en écumant les bars et les boîtes de nuit locales, son équipe rassemble petit à petit des noms et des indices qui les ramènent toujours à l'échec de la baie des cochons d'avril 1961. Mais leur découverte se heurte à une importante contradiction. Si Oswald a souvent été vu distribuant des tracts pro-castristes, on apprend aussi qu'il fréquentait des figures de l'extrême droite locale très hostiles à Castro. Deux noms en particulier reviennent bien trop souvent au goût du procureur. Guy Bannister et David Ferry. Le premier dirigeait en 1962 une agence de détectives qui servait de vitrine locale pour la CIA d'Allen Dulles. Le second est connu pour ses liens avec la mafia, et ses talents de pilote en faisaient l'élément parfait pour livrer des armes aux milices anticastristes, toutes animées par une haine absolue de Kennedy. Que venait faire Lee Harvey Oswald au contact de ces hommes à l'opposé de lui sur l'échiquier politique ? C'est à ce moment-là, coincé dans une impasse, que l'équipe de Garrison va bénéficier d'une aide inespérée. Se présentant au bureau du procureur, un homme d'une trentaine d'années s'assoit confortablement, laisse passer un long silence, puis lâche avec une nonchalance assumée « Alors quoi ? Vous voulez savoir qui a tué Kennedy ? » En 1967, la contre-enquête de Jim Garrison sur l'assassinat de JFK connaît un rebondissement majeur. Un témoin du nom de Perry Russo affirme avoir assisté à une discussion macabre entre trois hommes, Lee Harvey Oswald, David Ferry et un certain Clay Bertrand. Selon lui, les complices évoquaient très sérieusement leur désir de mettre un terme au mandat du président après l'échec de la baie des cochons. À l'époque, Ferry, anticommuniste radical, avait mené l'entraînement des anticastristes financés par la CIA. Approché par le bureau du procureur, il nie en bloc dans un premier temps. Mais quelque chose cloche. Fort de 15 ans d'expérience, Garrison sait très bien différencier l'homme qui ment de celui qui a peur de parler. Il décide de se montrer patient avec Ferry, et en attendant, il se met en quête du mystérieux Clay Bertrand, dont le nom semble en fait n'être qu'un alias. Après plusieurs semaines, l'équipe du procureur parvient enfin à obtenir des renseignements dans une sphère bien particulière, le milieu homosexuel de la Nouvelle-Orléans. Clay Bertrand se nommerait en réalité Clay Shaw. C'est un homme d'affaires très en vue dans la région qui cache résolument son homosexualité. Il serait lui aussi sympathisant de l'extrême droite, avec laquelle il partage une haine viscérale de Castro et de sa politique commerciale défavorable aux États-Unis.
Plus inquiétant encore, Garrison pense que Shaw est lié à la CIA et que celle-ci leur est chargée de fédérer les anticastristes locaux pour organiser avec eux dès 1959 le meurtre de Castro. Le plan aurait finalement été détourné de son objectif initial après la baie des cochons. Se sentant trahi par Kennedy, la CIA et tout particulièrement son directeur, Allen Dulles, ne souhaitaient alors plus voir le leader cubain disparaître, mais le président des États-Unis. Jim Garrison a conscience que les accusations qu'il s'apprête à formuler sont extrêmement graves. Il doit absolument pouvoir les étayer avec d'autres témoignages que celui de Russo. Quand David Ferrie se laisse enfin convaincre, tous les feux semblent verts. Jusqu'au 22 février 1967, quelques jours avant son audition, Ferrie est retrouvé mort dans son appartement. Si 2 lettres expliquant son désir de mettre fin à ses jours sont retrouvées chez lui, Garrison ne crut jamais à son suicide. Et pour cause, le médecin qui pratiqua l'autopsie déclara que Ferrie était mort d'une rupture d'anévrisme. Craignant de voir disparaître un à un ses témoins dans des conditions plus que suspectes, le procureur passe à l'action. Un matin, Clay Shaw a la surprise de voir des agents de police se présenter à son domicile et lui signifier son arrestation. Quand l'homme d'affaires exige de connaître les accusations dont il fait l'objet, la réponse le fait blêmir. « Vous êtes soupçonné d'avoir planifié l'assassinat du président Kennedy. Vous avez le droit de garder le silence. » Garrison tient son principal suspect. Mais le procès n'aura lieu qu'après 2 ans d'instruction préalable. Il va devoir faire preuve d'une endurance indéfectible. Un an plus tard, le 5 juin 1968, Robert Kennedy, dit Bobby, contient des larmes de joie lorsqu'il se présente devant ses militants. Depuis la mort de son frère, il n'a eu de cesse que de reprendre son flambeau. D'abord élu sénateur, il vient aujourd'hui de remporter la primaire du Parti démocrate. La présidence des États-Unis lui tend les bras. Mais ce soir-là, alors qu'il quitte la scène sous les acclamations, Bobby Kennedy est abattu de 3 balles à bout portant. Il ne succédera jamais à son frère. Pour Garrison, qui découvre anéanti les images du meurtre à la télévision, cela ne fait plus aucun doute. Quelqu'un, quelque part, cherche à faire taire les Kennedy par tous les moyens. Au plus profond de lui-même, le procureur se fait la promesse de trouver un à un tous les coupables et de les faire condamner, quoi qu'il en coûte. Avant de continuer cet épisode, nous voulions vous remercier pour votre écoute. Si vous voulez continuer de nous soutenir, abonnez-vous à la chaîne Bababam Plus sur Apple Podcast. Cela vous permettra une écoute en avant-première et sans interruption. Ou bien écoutez ce message de notre partenaire sans qui ce podcast ne pourrait exister. On se retrouve tout de suite après. Petit à petit, les lumières sont éteintes et tous les stores baissés. Un voile funèbre tombe sur la salle d'audience. Sans même que le juge ait besoin de demander le calme, l'assemblée se fige dans un silence absolu. Qu'il s'agisse des témoins, des journalistes, d'avocats, de policiers ou de simples citoyens, une forte appréhension se lit dans les yeux de chacune des personnes présentes. Assis côte à côte sur des rangées pleines à craquer, les corps semblent statufiés. C'est à peine si l'on se permet de baisser la tête, de froncer les sourcils ou de se tordre nerveusement les doigts. Remontant l'allée centrale, l'un des huissiers fait péniblement rouler son chariot jusqu'au box des jurés, portant vers eux l'écran nécessaire à la projection. Dans cette atmosphère écrasante de solennité, le son plaintif de l'une des roues cassées détonne tellement qu'il pourrait presque faire sourire, si l'heure n'était pas aux révélations morbides. Nous sommes le 28 février 1969, dans le tribunal de la Nouvelle-Orléans, lors du procès de Clay Shaw. Cet homme d'affaires en apparence irréprochable est accusé par le procureur Garrison d'avoir, pour le compte de la CIA, mené contre le président Kennedy la conspiration qui causa sa mort le 22 novembre 1963. Mais pour faire condamner Shaw, Jim Garrison ne peut se contenter d'exposer les éléments qui l'accablent. Il doit démontrer méthodiquement chacune des conclusions du rapport Warren. Il doit réfuter la vision, jusqu'ici largement admise, de l'assassinat du président par un tireur isolé.
L'entreprise colossale lui a demandé 3 décennies d'enquête à haut risque, scrutée par le monde entier. Son équipe et lui-même ont fait l'objet de menaces. Son bureau a été infiltré. Des espions ont fait fuiter ses stratégies dans la presse. Et certains de ses témoins clés sont morts dans des conditions très suspectes. Garrison, se plongeant corps et âme dans cette investigation devenue sa raison d'être, est allé jusqu'à mettre en péril sa vie de famille. Quelques années plus tard, sa femme, Abu, demandera le divorce. Mais pour l'heure, Jim Garrison s'apprête à jouer l'une de ses meilleures cartes. Après des mois de bataille juridique, il a mis la main sur une pièce à conviction d'une importance capitale, jusqu'ici gardée secrète, le film Zapruder. Cet enregistrement vidéo d'une durée de 26 secondes, capturé par Abraham Zapruder le jour du drame, constitue selon Garrison une preuve irréfutable de la forfaiture de la commission Warren. Pour la toute première fois, des civils américains vont voir de leurs yeux des images totalement inédites de l'assassinat. Quand la lumière du projecteur transperce le noir, les images qui défilent envoûtent immédiatement les regards. On revoit John Kennedy et sa femme à bord de la voiture présidentielle, souriant et saluant des électeurs débordant de joie. Une exclamation de stupeur choquée frappe subitement l'Assemblée quand soudain John Kennedy bascule sous l'impact violent d'une balle qui lui fracasse le crâne, lui arrachant clairement une partie de la tête. Dans l'assistance, des larmes silencieuses se mettent à couler derrière des yeux clos, et le juge lui-même ne peut cacher l'espace d'un instant la frayeur qui balaie son visage. Mais Garrison ne s'arrête pas là. Par 2 fois, il demande à ce que l'on repasse les images. Et il insiste pour que ce soit au ralenti. Dans la salle, il semble que le temps s'arrête. C'est impossible. Et pourtant, on dirait que la balle qui touche la tête du président vient de l'avant. Cela contredit totalement les conclusions du rapport Warren. Si cette balle vient de l'avant, alors elle ne peut pas avoir été tirée par Oswald depuis le dépôt de livres, situé dans le dos de Kennedy. Si cette balle vient de l'avant, se pourrait-il qu'il existe un second tireur ? Bonjour, je suis Andrea Brusque, bienvenue dans Les Fabuleux Destins. Cet épisode est le 4e que nous consacrons à l'assassinat du président Kennedy. C'est l'un des plus grands mystères du XXe siècle et un scandale politique d'une ampleur inégalée. Aujourd'hui, je vous parlerai du procès Clay Shaw et de son verdict qui cristallisa pour toujours l'énigme de l'affaire JFK. Au début de l'année 1969, le monde a les yeux rivés sur la Nouvelle-Orléans où se déroule le procès du siècle. Pendant 2 mois, tout le rapport Warren est ébranlé par le travail du procureur Garrison. Obsédée par la thèse du tireur unique, la commission a tout simplement choisi d'ignorer les déclarations contradictoires. 51 témoins affirment avoir entendu des coups de feu tirés face au cortège présidentiel. Leurs témoignages ne sont pas retenus. La première autopsie du président fait état de blessures par balle venues de l'avant et de l'arrière, mais la commission choisit tout bonnement de ne retenir que la seconde autopsie, qui évoque uniquement des blessures dans le dos du président. Et Garrison s'est vu refuser par le ministère de la Justice l'accès aux photos de ladite autopsie. Pour lui, il est inconcevable que ces aberrations soient le fruit du hasard. La commission n'a pas fait d'erreur, elle a fait des choix. Le 28 février, quand il constate l'impact colossal du film Zapruder sur les jurés, Garrison en profite pour abattre l'atout qui, selon lui, prouve au-delà de tout doute raisonnable la malhonnêteté du rapport Warren. Il plante ses yeux dans ceux de Shaw, puis déclare « Messieurs les jurés, j'aimerais à présent vous parler de la balle magique. » Son assistant lui tend alors le dossier qu'ils ont assemblé pendant des mois, qui contient des dizaines de schémas et de rapports d'experts. Toute sa démonstration est là. Mais Garrison n'en a plus besoin. Ce dossier, il l'a lu des centaines de fois. Sous les yeux des 12 jurés suspendus à ses lèvres, animé par la seule force de ses convictions,
le procureur se lance dans les minutes les plus importantes de toute sa carrière. Garrison rappelle que lors de l'assassinat, le gouverneur du Texas, John Connolly, se trouvait aussi dans la voiture, juste devant le président. Il a été gravement blessé par une balle lui transperçant le dos, puis frappant son poignet et sa cuisse. Or, dès le début de son travail, la commission a formellement déclaré que seulement 3 balles avaient été tirées. L'une a frappé le dos du président, l'autre sa tête, et la 3e a frappé le gouverneur. L'analyse semble alors crédible, mais peu après, un témoin sort de l'ombre. James Tegg, proche du cortège le jour du drame, dit avoir été blessé par un éclat de balle ayant frappé le trottoir près de lui. Quand les analyses du trottoir corroborent sa déclaration, tout change. Si seulement 3 balles ont été tirées et que la première a manqué sa cible en frappant le trottoir, alors il n'en reste plus que 2. L'une a causé la blessure fatale de JFK à la tête, soit. Mais dans ce cas, la 3e balle a dû à elle seule transpercer son dos, ressortir par sa gorge, puis ensuite traverser le dos du gouverneur, son poignet et sa cuisse. C'est simple. Toutes les analyses balistiques démontreront qu'au vu de la multiplicité des blessures, la prétendue trajectoire de cette 3e balle est absolument impossible. Une balle ne peut pas traverser 2 corps en autant de points différents. Mais plutôt que de l'admettre, la commission Warren décide de valider la théorie de cette fameuse balle magique rationnellement inexplicable. Pour Jim Garrison, ces faits sont la preuve formelle qu'au moins 4 balles ont été tirées, ce qui implique la présence d'au moins un autre tireur. Et si au moins 2 tireurs sont impliqués, cela constitue par définition aux yeux de la loi l'existence d'une conspiration. Avec cette démonstration, il devient évident pour les jurés que les conclusions du rapport Warren sont mensongères. Reste encore à leur prouver que Clay Shaw est l'instigateur du complot. Garrison appelle 3 témoins à la barre: Perry Russo, Charles Spinzel et Vernon Brundy. Tous affirment avoir entendu Shaw évoquer l'assassinat de Kennedy avec Oswald et David Ferry. Mais l'accusé reste impassible. Il toise les 3 hommes sans ciller, persuadé que ses avocats les tailleront en pièces lors du contre-interrogatoire. Ce qu'ils font sans difficulté. Ils ciblent la toxicomanie avérée de l'un, la fascination de l'autre pour l'hypnose et les multiples contradictions du 3e. Garrison assiste impuissant à l'humiliation publique de ses témoins clés. Il vient d'utiliser sa dernière carte et les jurés se retirent pour délibérer. Le 1er mars 1969, après une nuit de délibération, les jurés sont prêts à rendre leur verdict. Pendant 2 mois, le procureur Garrison a tout fait pour les convaincre des dissimulations de la commission Warren et de l'existence d'un vaste complot impliquant la CIA, son ancien directeur Allen Dulles, et des anticastristes hostiles à Kennedy. Il a tout tenté pour démontrer les négligences du dispositif de sécurité présidentielle, l'existence d'au moins 2 tireurs, et la culpabilité de Clay Shaw dans la planification du meurtre. 6 ans après le drame, l'une des pages les plus importantes de l'histoire des États-Unis va s'écrire là, dans la salle d'audience du tribunal de la Nouvelle-Orléans. L'espace de quelques instants, Jim Garrison a soudain l'impression que son esprit se met à flotter. Tout se déroule sous ses yeux comme si le froissement des vêtements, le bruit des pas et les chuchotements produisaient des sons distants, des échos lointains. Comme si soudain toute l'assemblée respirait à l'unisson. Les regards sont braqués vers le juge aguerti. Immobile sur sa chaise, le visage du vieil homme n'exprime plus qu'une profonde fatigue. Il faut une éternité pour qu'il se tourne vers les jurés pour s'enquérir de leur verdict. Clay Shaw est déclaré « non coupable, votre honneur ». Ces 4 mots marquent la fin du procès du siècle. Plus personne ne sera jugé pour avoir conspiré contre JFK, ni pour lui avoir porté les tirs fatals. Après le procès, beaucoup de jurés se sont dit convaincus de l'existence d'un complot, mais ils estimaient que les éléments incriminant Clay Shaw n'étaient pas suffisants pour établir sa culpabilité. Si en 1969, Jim Garrison n'a pas su prouver ses nombreuses accusations, l'avenir démontrera néanmoins que beaucoup de ses intuitions étaient fondées. Le retentissement de son travail fit prendre conscience aux Américains
des mensonges par lesquels ils avaient été trompés pendant des années, inventés par les mêmes institutions qui leur devaient la vérité. Au fil du temps, une succession de contre-enquêtes permit donc de nombreux progrès dans la compréhension de l'affaire JFK. En 1975, la commission Church, fondée dans le but d'enquêter sur les pratiques de la CIA et du FBI, fit état de graves dysfonctionnements au sein des deux agences, prouvant notamment la dissimulation d'innombrables opérations illégales. 1 an plus tard, un nouveau comité restreint créé par le Congrès détermina que la politique de Kennedy, qui cherchait à retirer ses troupes du Vietnam et à pacifier ses relations avec l'URSS, s'était violemment heurtée aux intérêts de la CIA et de l'industrie militaire. Elle qualifia de très probable l'existence d'une conspiration contre le président. En 1979, l'ex-directeur de la CIA, Richard Helms, finit par reconnaître sous serment que Clay Shaw avait travaillé pour la CIA. Mais, mort en 1974, ce dernier ne put jamais être réinterrogé et son implication dans l'assassinat ne fut jamais prouvée. Près de 30 ans après les faits, en 1991, le réalisateur Oliver Stone connut un immense succès avec le film JFK, porté par Kevin Costner et largement inspiré du livre Sur la trace des assassins, écrit par Jim Garrison à la suite du procès. L'impact du film sur l'opinion publique américaine fut tel qu'une nouvelle commission vit le jour. Cette fois-ci, elle révéla que la seconde autopsie du président n'avait pas été réalisée par des médecins qualifiés et que leurs conclusions avaient été influencées par les services secrets. Plus tard, on découvrit enfin que Lee Harvey Oswald avait été étroitement surveillé par la CIA pendant des années, mais sans que celle-ci ne l'inquiète jamais. Collaborait-il avec l'agence et n'a-t-il servi, comme il le prétendait, que de bouc émissaire pour cacher un complot beaucoup plus grand ? En 2029, les derniers documents classifiés liés à l'assassinat de Kennedy seront rendus publics. Peut-être qu'alors l'Amérique tournera enfin cette page qui reste à ce jour l'une des plus sombres de son histoire. Et qui demeurera sans doute pour toujours l'une de ses énigmes les plus fascinantes. Merci d'avoir écouté cet épisode des Fabuleux Destins, écrit par Clément Prévost, réalisé par Gilles Bavulac. Dans notre prochaine saison, je vous parlerai de Maximilian Schmidt alias Shiny Flex, l'adolescent devenu millionnaire avec le plus gros site de vente de drogue en Allemagne. En attendant, si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à laisser des commentaires et des étoiles sur vos applis de podcast préférés.